Bien, mesdames et messieurs, merci de votre présence assidue. Je reconnais un certain nombre de fidèles, mais je vois qu'il y a aussi des nouveaux, donc c'est parfait. Malgré les difficultés actuelles, c'est formidable de pouvoir assister à ces séminaires. J'ai la grande joie d'accueillir aujourd'hui, alors c'est un peu ce que je leur disais tout à l'heure, une historienne sociologue et un sociologue historien. Voilà. Donc le croisement des disciplines est fondamental. Ce sont deux chercheurs qui, tous les deux, si vous voulez, travaillent sur des matériaux, travaillent sur des observations, sur des entretiens quand c'est nécessaire, etc. Donc qui font partie de ces générations de chercheurs qui ont un souci extrêmement précis de la donnée, de la preuve et de l'argumentation. Je vais vous parler d'abord de Linda Guéry. Linda Guéry est avignonnaise et elle a commencé sa carrière par un texte très intéressant qui est un mémoire qu'on trouve en ligne sur le Palais des Papes comme prison au XIXe siècle. Vous savez, ça ressemble à une prison, le Palais des Papes, hein, quand on voit ça de l'extérieur, et donc ça a servi de prison. Eh bien, je vous conseille de lire ce petit texte en ligne sur Internet, et vous aurez un regard un peu différent sur le Palais des Papes après avoir lu ce texte. Et je vois dans cet exemple, au fond, la force de l'historien, cette capacité de décaper. Hein, on est analphabète quand on regarde les choses, les monuments, le patrimoine, ou quand on sort d'années d'enseignement de l'histoire primaire, bon, un peu conventionnel et héroïque, et quand on lit comme ça des textes, eh bien, on a un regard neuf sur les réalités historiques et sociales du pays. Vous avez ensuite fait la thèse, donc là je suis désolé, je vous ramène tous les deux un peu à votre sujet de thèse ancien, alors qu'en réalité vous faites des choses, vous avez fait bien des choses depuis, vous avez énormément produit et travaillé depuis, mais votre thèse, eh bien, c'est le livre dont vous allez nous parler sur bien, le traitement des migrations selon le genre. Le genre, c'est-à-dire le fait qu'effectivement, à situation égale, dans un contexte équivalent, eh bien, on ne traite pas de la même façon les hommes et les femmes, et notamment, c'est à propos des procédures de naturalisation, mais pas seulement, que vous avez étudié ça à fond, et votre livre a débroussaillé vraiment un volume absolument impressionnant d'archives, avec un aspect quantitatif particulièrement marqué, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai souhaité vous inviter. Ensuite, vous êtes allé au Canada, vous avez passé 8 ans au Canada, vous avez fait des post-docs sur toutes sortes de sujets. Vous êtes actuellement, ça c'est un projet que l'Institut des migrations contribue à financer, vous êtes impliqué dans un projet d'études sur la mobilisation des familles de l'hôtel Opéra Paris, cet hôtel qui, il y a 15 ans, rue de Provence, hein, la rue de Provence c'est juste derrière les Galeries Lafayette, hein, a été victime d'un incendie qui a fait plus d'une vingtaine de morts, dont la moitié d'enfants. C'était un hôtel où étaient logés des personnes en situation précaire par les services sociaux, avec beaucoup de demandeurs d'asile. Et ce qui vous a intéressé, on va bientôt fêter, hein, si j'ose dire, commémorer le 15e anniversaire de cette... Ben, c'est la mobilisation, notamment la mobilisation juridique. Hein, comment on a fait, par exemple... il y avait un assureur, on a mis très longtemps à l'identifier, c'était AXA, qui a servi des indemnités. Enfin, voilà, ça vous donne une idée de l'éventail des sujets qu'un historien, une historienne peut travailler aujourd'hui, y compris sur des choses assez contemporaines, hein, mais c'est toujours un peu les mêmes méthodes qui sont utilisées. Et puis voilà, enfin, je pense avoir donné une idée de la variété de vos activités. Abdelali Hadjat, eh bien là, je ne sais pas si je dois m'en excuser ou au contraire m'en féliciter, puisque lors du dernier cours que j'ai fait en décembre, j'ai beaucoup parlé de votre livre et j'ai dit toute l'admiration que j'avais pour lui, ce livre que vous avez là en couverture, qui est pour moi un livre fondateur, quelque chose qui nous oblige à réfléchir en profondeur sur ces notions que nous manions comme ça de façon innocente et parfois cruelle, assimilation ou intégration. Vous avez non seulement dans ce livre, mais dans des articles, même dans des mémoires qui sont également accessibles en ligne, vous avez réfléchi à la genèse
de toutes ces notions et à la façon dont elles ont été utilisées dans les colonies antillaises, à propos des immigrés, enfin, dans différents contextes. Et ça, pour moi, ça a été une découverte de vous lire. Donc, mais vous allez voir, j'avais fait une lecture un peu personnelle du livre d'Abdelali. Vous allez maintenant avoir non plus une copie biaisée, mais la présentation de l'original par l'auteur en première personne, ce qui est comme ça, vous pourrez. Donc, c'est un des rares exemples où le séminaire est absolument articulé avec le cours, alors que parfois le lien, comme je vous en ai prévenu, est très lâche. Vous n'avez pas fait que ça, puisque dans votre thèse, et vous en parlerez, il y a aussi toute une partie que je n'ai pas évoquée dans mon cours, qui est les observations que vous avez faites in situ au niveau des guichets, des refus de naturalisation pour défaut d'assimilation, c'était ça votre sujet. Et puis, une autre partie importante de votre activité de recherche, c'est toute la question de l'islamophobie. Vous avez beaucoup travaillé sur cette question-là. Et je crois que sur ce sujet où les publicistes et les polémistes, comme ça, dans le confort de leur cabinet, par un travail dans chambre sans donner, hein, peuvent dire à peu près n'importe quoi. Là, il y a quelque chose d'extrêmement documenté. Et je trouve que ça fait partie des principales références qui existent actuellement sur le sujet. Voilà, j'en ai dit assez. Je ne voulais pas prélever sur votre temps de parole. Je profite simplement de cette première occasion de l'année pour présenter tous mes voeux à l'assistance, que cette année 2020 vous apporte donc toutes les satisfactions que vous souhaitez, y compris celle de pouvoir assister tranquillement au cours du Collège de France. Merci. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, je tiens à remercier François Héran de m'avoir invité pour ce séminaire, et puis Laura Audasso d'avoir organisé tout le séminaire. Donc, comme disait François Héran, je vais vous présenter ici un livre que j'ai publié en 2012 et qui est issu d'une thèse de sociologie sous la direction de Stéphane Beau à l'EHESS et qui avait été soutenue en 2009. Et donc l'objectif de mon intervention n'est pas de rentrer dans les détails de l'ensemble du livre, mais plutôt de vous donner un peu un aperçu des principaux résultats de cette enquête. Et le point de départ en fait de ma thèse consistait à élaborer une critique du concept d'intégration et du concept d'assimilation du point de vue de la sociologie de l'immigration. Je suis un grand lecteur de Abdelmalek Sayad, qui a apporté une critique en disant qu'il y avait une forte dimension normative dans le concept d'intégration et d'assimilation. Pour vous donner un exemple, lorsqu'on appliquait le concept d'intégration et d'assimilation pour les mobilisations d'immigrés ou d'enfants d'immigrés, c'était ce concept-là qui était mobilisé, notamment dans les années 80-90, et on n'utilisait pas les outils classiques de la sociologie d'action collective, et on ne savait pas trop si l'action collective des immigrés et des enfants d'immigrés était la cause de leur intégration, ça correspondait au processus d'intégration, ou au contraire la conséquence de l'intégration. Donc le concept d'intégration et d'assimilation était, il me semble, perçu comme quelque chose de totalisant. C'était le concept qu'il fallait absolument utiliser pour parler de l'immigration en tant qu'individu et pas de la société. Donc c'est ça, il me semble, la critique qui a été faite par des sociologues comme Sayad ou d'autres, c'est le passage du concept d'intégration de la société à l'idée d'intégration des individus avec une dimension normative qui devait être discutée. C'est pour ça que j'ai proposé l'idée d'injonction à l'assimilation, l'idée d'injonction à l'intégration, qui devait être analysée à partir d'une donnée, d'un objet précis. Et cela m'a amené à réfléchir à la catégorie juridique d'assimilation. Pourquoi ? Parce que l'État, à partir de 1927, demande aux étrangers qui demandent la naturalisation d'être assimilés pour obtenir cette naturalisation. Et donc très rapidement, il y a plusieurs modalités d'acquisition de la nationalité française, mais si vous avez suivi le cours
de François Héran, vous serez sûrement familier avec ces informations. Donc il y a ce qu'on appelle l'acquisition par la filiation, donc par le droit du sang, l'acquisition de la nationalité française par déclaration, donc là ça concerne plusieurs situations, que ce soit les enfants nés en France de parents étrangers, ce qu'on appelle le droit du sol, ou le cas de mariage d'un étranger avec un conjoint français. Et le troisième mode, c'est celui par décret de l'autorité publique, donc soit ce qu'on appelle la naturalisation, qui concerne des étrangers adultes, ou la réintégration, donc c'est le cas spécifique d'individus qui ont perdu la nationalité française et qui la récupèrent, notamment des anciens colonisés qui la redemandent, ou des femmes françaises qui l'ont perdue et qui la redemandent. Donc, moi, je me suis concentré sur le processus de naturalisation en lui-même, et on peut distinguer différentes conditions, donc, qui se sont un peu agglomérées d'année en année. Et on peut distinguer donc, différents critères. Donc, le critère de l'âge, donc c'est faut être adulte. Donc, au départ, c'était 21 ans, ensuite, c'est devenu 18 ans. Il y a un critère de résidence, donc il faut résider un certain temps sur le territoire français avant qu'un étranger puisse demander la nationalité française. Donc, aujourd'hui, c'est 5 ans. Il y a quelques exceptions en fonction des situations. Il y a une condition de travail et de revenus. Donc, pour aller très vite, on ne naturalise pas les pauvres. Donc, on demande à ce que l'étranger soit inséré d'un point de vue professionnel et qu'il ait des revenus suffisants, ce qui pose plein de questions sur c'est quoi le bon revenu, c'est quoi le type de contrat, etc. Et ça a beaucoup évolué dans le temps. Il y a le critère de la moralité ou la dignité, donc c'est notamment les personnes qui ont été condamnées par la justice. Donc là, ça peut être un motif de refus. Condition de santé, donc qui apparaît dans les années 30 notamment, où là, aujourd'hui encore, des personnes qui sont atteintes de maladies chroniques, comme le sida, etc., peuvent être déboutées en raison de cette condition. Et puis, donc, il y a la condition d'assimilation. Et donc, tout l'enjeu de mon travail, c'était de répondre à 3 questions. Quand et pourquoi on a demandé aux étrangers d'être assimilés pour obtenir la nationalité française. Donc on verra que c'est la loi de 1927 qui instaure cette condition d'assimilation pour le territoire métropolitain, mais qu'il y avait des critères de civilisation, entre guillemets, durant la période coloniale. Je reviendrai sur cette question-là. Donc il y a une généalogie coloniale et puis une généalogie métropolitaine de ces critères de civilisation d'un côté et d'assimilation de l'autre. Deuxième question, comment l'administration s'y prend-elle pour mesurer cette assimilation? Et là, il existe un document qui s'appelle le procès-verbal d'assimilation, qui est inventé après la loi de 1927 et qui a beaucoup évolué. Donc, un des éléments importants de mon travail a été de récupérer tous ces procès-verbaux, tous ces questionnaires, et de voir comment est-ce qu'ils ont évolué dans le temps jusqu'à la période très récente. Et enfin, troisième question, quels sont les cas de refus de naturalisation pour défaut d'assimilation? Donc, sachant que le terme défaut d'assimilation, c'est une catégorie juridique et qui a été inventée à la suite de la loi de 1927. Donc, du point de vue de la méthodologie, donc, il y a toute une partie de mon livre et de ma thèse donc, qui a été évoquée par François Héran, je viens de l'apprendre, sur la genèse du mot, donc comment est-ce que ce terme est passé du latin en français, donc il y a un processus de sécularisation, comment est-ce qu'il a été utilisé aux Antilles, donc, ce qui m'a amené à aller très loin dans le temps, puisque je suis allé jusqu'au XVIe siècle, avec les outils modernes disponibles, on peut voir qu'on peut identifier le terme assimilation dans des écrits très divers et variés. J'ai fait une petite comparaison qui n'était pas systématique entre le monde anglophone et le monde francophone. Mais je ne vais pas parler de ça aujourd'hui, parce que je n'aurai pas le temps. D'autres éléments de la méthodologie, c'est donc les archives publiques, notamment les archives administratives, donc, mais sur les lois, mais ce qu'on appelle également l'infradroit, donc ce qui relève
des circulaires, des décrets, etc., donc qui appliquent la loi qui a été votée par le Parlement. Et là, c'est très riche, parce que c'est de là que, à travers ces documents, qu'est mise en œuvre concrètement la politique de naturalisation. Mais également privé, parce que donc il y a certains cas de défaut d'assimilation qui n'étaient pas accessibles en fait grâce aux archives publiques. Donc j'ai demandé à des personnes, notamment le cas de Yacine A, qui m'avait donné accès à son dossier, et je pourrais y revenir un peu plus tard là-dessus. Et comme vous l'avez dit, c'est une perspective qui est socio-historique, et donc l'objectif c'était de remonter dans le temps pour comprendre le présent. Et d'ailleurs, au départ, certains collègues ne comprenaient pas trop comment est-ce qu'on pouvait aller remonter jusqu'au XVIe, XVIIIe siècle, et ensuite parler des années 2000, faire une enquête ethnographique, c'était un peu bizarre. Donc j'espère avoir réussi à montrer que l'intérêt d'avoir cette extension de la période d'analyse. Et là, en fait, j'ai fait une enquête ethnographique dans 3 bureaux des naturalisations, donc 2 dans la région parisienne et 1 dans la région lyonnaise, excusez-moi, l'inverse, 1 dans la région parisienne et 2 dans la région lyonnaise. Et donc j'ai fait des observations sur place, in situ. J'ai fait des entretiens avec des agents chargés des naturalisations, avec des chefs de service, avec les secrétaires généraux des préfets, etc., etc. Et enfin, je me suis également appuyé sur des données statistiques des ministères qui sont chargés des naturalisations, sachant que ça a évolué dans le temps. Même si je ne vais pas trop parler de données statistiques. Donc, mon intervention va porter sur 3 points, donc sur ces 3 questions, avec des petits focus. Voilà, comme je n'ai pas le temps de tout traiter, je vais faire des focus particuliers. Donc, si on prend sur la question de la condition d'assimilation, sa genèse, une des questions de recherche qui était importante quand j'ai commencé ce travail de thèse, donc c'était en 2004-2005, donc il y avait d'ailleurs encore aujourd'hui un grand débat sur la question coloniale, la question postcoloniale. Et plusieurs travaux de recherche, notamment ceux de Christian Brucci, donc, qui est un juriste, ou le travail d'Alexis Spire, donc sociologue, qui avait travaillé sur l'administration des étrangers entre 1945 et 1974, avait traité de cette condition d'assimilation et avait parlé d'une importation, donc de critères qui étaient au départ dans le droit colonial vers le droit métropolitain. À l'inverse, d'autres chercheurs, notamment Emmanuelle Saada, donc socio-historienne, avaient plutôt avancé l'idée que c'était 2 droits de la nationalité qui étaient parallèles, 2 axes qui ne se recoupaient pas. Donc la question qui se posait pour moi, c'est est-ce qu'il y avait un transfert colonial de critères de civilisation vers les critères d'assimilation en métropole. Et donc, pour répondre à cette question, il fallait revenir sur ces critères de civilisation. Et pourquoi est-ce que finalement, on a demandé à des indigènes, des colonies, qui avaient un statut particulier, puisqu'ils étaient sujets de l'Empire, donc ils dépendaient de l'État français, mais ils n'avaient pas les droits politiques, notamment, mais aussi d'autres droits civils. Et du point de vue de la nationalité, ce qui était central, c'était la notion de civilité. Alors, pour être un citoyen français à part entière, il fallait être un civil français, notamment être soumis au statut personnel. Donc, si on prend le cas de l'Algérie, donc le Senatus Consulte de 1865 prévoyait une naturalisation individuelle des Juifs et des musulmans d'Algérie, à condition qu'ils renoncent à leur statut personnel, musulmans ou juifs. Ce qui fait que d'ailleurs très peu ont demandé naturalisation individuelle. Il y a eu le décret Crémieux en 1870 qui a permis la naturalisation collective de l'ensemble des Juifs, pas l'ensemble, mais une partie importante des Juifs algériens, parce qu'il y a les Juifs du Mzab, un peu dans le sud, qui n'étaient pas concernés par cette naturalisation collective. Mais sinon, pour la plupart des musulmans, c'était ça. Or, entre donc, ces Senatus Consulte, donc 1865-1870, et 1954, qui est le début de la guerre d'Algérie,
très peu de naturalisation était accordée. Donc à partir de différents travaux de l'historien, on estime à environ 2800 naturalisations obtenues par ce qu'on appelait des Français musulmans d'Algérie, ce qui est très peu par rapport à la masse de la population dite indigène. Donc pourquoi, finalement, cette condition, cette possibilité de naturalisation était rendue possible dans le droit colonial? Donc là, il y a plusieurs interprétations, notamment celle de Alice Conklin, une historienne états-unienne, qui parlait d'une approche plutôt psychologique, c'est-à-dire que les Français, notamment ceux qui développaient l'idéologie républicaine durant la Troisième République, ne voulaient pas perdre la face, entre guillemets, et donc ils avaient une volonté de rendre possible la naturalisation dans une perspective universaliste. Voilà. Une autre perspective, qui est un peu plus critique, donc qui renvoie plutôt à des travaux de l'anthropologue états-unien James Scott, avec cette idée que la possibilité de s'élever dans la hiérarchie sociale, c'est une manière de légitimer l'ordre social. Donc le fait que des indigènes des colonies puissent devenir un jour des citoyens à part entière, et donc avec le statut qui va avec, c'était un puissant facteur de maintien des structures coloniales. Mais globalement, les administrations des colonies ont été très, très réticentes à donner la naturalisation pour les indigènes, sachant qu'il y a une très forte hétérogénéité. Donc il n'y a pas une politique impériale, ça n'existe pas, en fonction des contextes indo-chinois, algériens, marocains, avec les protectorats au Maroc et en Tunisie, etc. etc. Les documents administratifs ne sont pas les mêmes, donc voilà, on ne peut pas parler d'une politique impériale unifiée. Mais globalement, il y a des critères de civilisation qui ont émergé, notamment avec des décrets, qui ont circulé en fait d'un espace à l'autre. Et là, je vous ai mis ici, je ne sais pas si c'est lisible, le questionnaire qui a été utilisé en Indochine en 1930. Vous l'avez lu? Bon, donc vous avez fait mon job. Tout le monde n'était pas au courant. Donc là, vous voyez des questions qui sont vraiment très, très précises, que j'ai repris de la thèse en fait, d'Emmanuel Saada, qui a travaillé sur les enfants des colonies, sur la relation entre race et nationalité. Et donc vous voyez, s'habille-t-il, donc le candidat indigène à la nationalité française, à la citoyenneté française, donc à la française, est-il attaché aux traditions? A-t-il une politesse française? Fait-il quel sport? Lesquels? Fréquente-t-il des cinémas? Etc., etc. Donc vous voyez, il y a une forme d'intrusion importante de l'administration dans la vie intime des indigènes pour mesurer leur degré de civilisation. Et donc ça, c'est théorisé par un certain nombre de juristes coloniaux comme Arthur Giraud et d'autres qui ont donné un cadre juridique, une théorisation juridique à ce type de critères. Donc ça, c'est ce qui s'est passé dans l'Empire colonial. Ensuite, qu'en est-il de la métropole? Donc là, ce qui est intéressant, c'est que l'évidence selon laquelle il faut être assimilé pour être un citoyen français est finalement récente, puisque c'est seulement en 1927 que ça apparaît. Donc, auparavant, donc la grande loi nationalité qui traitait non seulement la question du droit du sol, mais aussi la question de la naturalisation, c'est la fameuse loi de 1889, contenait les dispositions sur la naturalisation, mais entre 1889 et 1927, il y avait très peu, finalement, de naturalisation qui était donnée. Pourquoi? Parce qu'il y avait globalement une certaine réticence, une certaine suspicion à l'encontre d'adultes étrangers qui, pour la plupart, ont fait l'école dans leur pays d'origine, voire même leur service militaire. Et donc, dans le contexte européen, puisqu'il s'agissait essentiellement d'Italiens, d'Espagnols, etc., il y avait une suspicion à l'égard de leur loyauté vis-à-vis de l'État français. Après la Première Guerre mondiale, tout change,
puisqu'il y a un gros déficit démographique. Et la loi 1927 a été votée à l'issue d'un long processus parlementaire qui a commencé en 1913. Et quand on lit la circulaire d'application de la loi du 11 août 1927, donc c'est celle du 13 août, je cite, donc, « À l'assimilation de fait devrait seulement succéder l'assimilation de droit ». Donc à l'assimilation de fait, être assimilé d'un point de vue culturel, voire même racial, je reviendrai là-dessus, doit succéder l'étape de l'assimilation de droit, c'est-à-dire être un citoyen français. Donc c'est le processus normal, entre guillemets. Or, la question démographique est vraiment très importante à cause de l'hécatombe, bien sûr, de la Première Guerre mondiale. Donc, il faut intégrer de nouveaux Français dans la communauté nationale à travers la politique de naturalisation. Et la particularité de la loi 1927, a été de rabaisser le délai de stage de 10 ans à 3 ans. Alors qu'il fallait résider auparavant 10 ans sur le territoire français avant de pouvoir faire une demande de naturalisation. Avec la loi 1927, le délai est réduit à 3 ans. Ce qui fait que ça a favorisé les demandes de naturalisation et beaucoup de personnes qui étaient rentrées récemment sur le territoire français l'ont fait et l'ont obtenu. Mais vous voyez qu'il y a une dimension quantitative. Donc c'est entre guillemets une politique de naturalisation dans une perspective de population. On veut augmenter la population nationale. Mais dans la loi de 1927, il est dit qu'il faut aussi mettre en place des garde-fous. Ces garde-fous sont de deux sortes. Donc la première, c'est le principe de la déchéance de la nationalité. Donc le principe de déchéance n'est pas inventé en 1927, puisqu'il a été mis en place d'abord pendant la Première Guerre mondiale, donc avec des lois de 1915 et 1917, qui, dans le contexte de guerre, visaient particulièrement les naturalisés français d'origine allemande. Mais c'est la loi de 1927 qui l'institutionnalise dans le droit de la nationalité. Donc il y a ce premier garde-fou, entre guillemets. Donc quelqu'un qui obtient la nationalité française, on peut lui retirer, sous certaines conditions, donc des critères. Donc je ne rentre pas dans les détails, le fait d'être espion, le fait de menacer les intérêts de l'État, etc., etc. Et la deuxième condition, c'est la condition d'assimilation. C'est-à-dire qu'on va donner le moyen au gouvernement de mesurer l'assimilation des candidats. Donc pour faire le tri. Et la loi ne dit rien sur ce qu'on entend exactement par l'assimilation. Donc c'est le gouvernement qui doit décider, et donc le ministère de la Justice à l'époque, qui était le ministère chargé de naturalisation, qui décide finalement de cette naturalisation, des critères d'assimilation. Et ce qui est intéressant, j'étais très étonné en fait de voir cette circulaire du 13 août 1927, c'est qu'on utilise le terme de race. D'habitude, comme je le disais, l'assimilation de droit doit suivre l'assimilation de fait, mais vu le contexte démographique, on peut déroger à cette règle, et on peut déroger à cette règle, pourquoi ? Parce que la très grande majorité des étrangers qui vivent sur le territoire français font partie, donc je cite, de nations de races sœurs. Donc on peut assimiler les races sœurs. Et donc cette idée de proximité de race, donc qui vise les Italiens, les Belges, les Espagnols, justifie le fait d'octroyer la citoyenneté, la nationalité à des étrangers, même s'ils ne sont pas complètement assimilés, d'un point de vue linguistique, d'un point de vue culturel, etc. Et donc c'est là qu'on voit que le critère de race intervient, mais pour favoriser finalement les étrangers, pas dans une logique exclusive, dans une logique inclusive. Ce qui n'est pas du tout le cas, bien sûr, de la période coloniale, puisque le critère de race était utilisé pour justifier, au contraire, l'exclusion. Et là, finalement, à la question que j'évoquais tout à l'heure, est-ce qu'il existait un transfert des critères de civilisation de la période coloniale aux critères d'assimilation en métropole? Alors, ma réponse est plutôt non. Il n'y a pas eu de transfert, parce que je n'ai pas trouvé d'évidence. Je n'ai pas trouvé je commence à parler en anglais, de preuves, des éléments de preuve qui permettent de dire que, par exemple, un juriste ou un haut fonctionnaire a circulé de l'Empire colonial jusqu'à l'administration française
du ministère de la Justice et qu'il a transféré ces critères. On n'a pas trouvé ce type de document. Et donc mon argument est plutôt de dire que la question de la définition de la relation entre la race et la nationalité est un horizon mental commun aux administrateurs coloniaux et aux administrateurs métropolitains, et que finalement ce sont deux axes, certes, qui sont parallèles, mais qui ont la même origine. Et cette même origine est celle de la notion de politique d'assimilation qui apparaît au XVIIIe siècle et au début du XIXe, et que vous avez évoqué. Cette idée que pour maintenir le régime républicain, il faut mettre en place une politique d'assimilation. Donc là, il y a un texte qui n'a pas été publié, mais de l'abbé Sieyès, qui est important sur cette idée qu'il faut assimiler le peuple français pour pouvoir maintenir l'hégémonie républicaine. Et donc il me semble qu'il y a cette origine commune, et ensuite des trajectoires différentes, une trajectoire métropolitaine et une trajectoire métropolitaine. Donc si on se focalise sur le XIXe siècle, on se dit que bon, il n'y a pas de lien. Mais si on remonte au XVIIIe, là, on montre que le lien, finalement, il se fait dans la manière de penser la politique d'assimilation. Et dans la mesure où, en métropole, il s'agit essentiellement d'étrangers qui font partie des raceurs, entre guillemets, ce n'est pas le critère racial qui va être central pour définir si on est assimilé ou pas assimilé, c'est la langue. Donc c'est la barrière de la langue qui va être le critère déterminant pour définir qui est assimilé et qui ne l'est pas. Et donc, deuxième question, c'est comment est-ce qu'on mesure le degré d'assimilation? Donc là, je ne vais pas non plus rentrer dans les détails de tous les questionnaires qui ont été élaborés depuis 1927. Donc là, je donne un exemple du questionnaire 1931, qui est assez élaboré. Donc là, vous voyez, il y a les concepts de coutumes nationales. A-t-il conservé des coutumes nationales? Donc là, ça renvoie à l'assimilation qu'on pourrait appeler culturelle. Quel est son degré d'instruction? Donc là, ça renvoie plutôt à l'idée d'assimilation linguistique, qui renvoie à l'idée de scolarité. Ces enfants sont-ils assimilés? Donc là, il y a la question du familialisme, que va sûrement évoquer Lida tout à l'heure. Donc on naturalise pas seulement les individus, mais on naturalise des familles pour augmenter la population française. Donc on voit des critères voilà, familialistes, linguistiques, culturels qui se combinent. Et en fonction des périodes, on a des conditions d'assimilation qui est plus ou moins restrictive. Donc c'est ça aussi un élément très important, c'est qu'il n'y a pas d'application de la condition d'assimilation dans le droit de la nationalité de manière uniforme dans le temps. Et là, je m'appuie sur la distinction qui a été faite par Alexis Spire, donc ce sociologue, entre logique de population, logique de main-d'œuvre et logique de police. Je ne sais pas si vous avez évoqué ça dans les cours, mais l'idée, c'est que l'intérêt d'une candidature à la nationalité est défini de manière différente selon les logiques administratives. Donc une logique de police va s'intéresser particulièrement au casier judiciaire. Est-ce que cette personne est une menace? C'est pour ça que, systématiquement, encore aujourd'hui, lorsque quelqu'un fait une demande de naturalisation, il y a une enquête de police, des services de renseignement, pour savoir si cette personne est une menace. Si on est dans une logique de main-d'œuvre, on va s'intéresser surtout à l'individu en tant que force de travail. Est-ce que cette personne peut être utile pour l'économie française? Et si on a une logique de population, donc on va s'intéresser surtout à la question de l'assimilation, à l'idée de procréation. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a très peu de femmes célibataires, comme le montre Linda, qui ont obtenu la nationalité française parce qu'elles étaient considérées comme pas suffisamment... Elles n'étaient pas dans une famille, pas dépendantes d'un homme, donc elles n'avaient pas à faire des enfants, donc c'est pas très intéressant d'un point de vue de la population. Donc voilà, donc c'est trop des logiques qui se sont articulées différemment selon les situations historiques. Et quand on prend la période de l'après-guerre, on se rend compte que la nécessité démographique fait que la condition d'assimilation n'était pas centrale. Donc, il y a plusieurs circulaires, notamment celle de 1952, et puis d'autres textes qui sont plutôt des décrets,
qui disent que, bon, même si les personnes ont un accent prononcé, qui ne maîtrisent pas vraiment l'écriture et la lecture, ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est que les personnes travaillent, qu'elles puissent contribuer à l'économie française, etc. etc. Donc, durant la période, ce qu'on a appelé les 30 Glorieuses, mais si on peut discuter de la notion, cette condition d'assimilation n'est pas vraiment centrale, même si, comme on peut le voir avec la circulaire de 1952, les critères ont été très, très précis. Donc là, ce qui est intéressant dans cette circulaire de 1952, c'est l'articulation entre la politique de naturalisation et l'Institut national démographique. Donc l'INED, là, qui est créé après la Seconde Guerre mondiale. Et il y a une enquête qui avait été menée donc, par l'ancêtre de l'INED, donc la fondation Alexis Carrel, qui a été menée pendant la guerre, en 1943 et 1944, par Robert Gessin et Madeleine Doré, qui portait notamment sur la question de l'assimilation des Polonais. Et dans cette enquête, il y a le terme assimilation, la catégorie qui apparaît avec des critères. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais en tout cas, il y a cette idée d'assimilation psychologique, l'idée d'assimilation sociale. Et cette enquête, finalement, a nourri, semble-t-il, la réflexion des fonctionnaires chargés de naturalisation, puisque certains critères qui ont été inventés, en tout cas pas inventés, mais en tout cas qui ont été mis en avant par Gessin et Doré, se retrouvent dans la circulaire de 1952. Donc la du français, ça c'est un classique, la fréquentation de l'école, mais aussi la dilution de la communauté nationale, la participation à la vie professionnelle syndicale, etc. etc. Donc là, il y a une sorte d'expertise de l'INED qui a été utile pour le ministère. Mais, comme je vous le disais, globalement, la condition d'assimilation n'était pas centrale. Elle redevient centrale à partir notamment des années 60, avec la création de la DPM, donc la Direction Population et Migration. Je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais il y a quand même cette idée de maîtrise des flux migratoires qui s'impose, donc qui a été bien documentée par Alexis Spire et Sylvain Laurence dans sa thèse, la politisation feutrée, où il montre que, notamment sous l'impulsion de l'ancien directeur de la DPM, Michel Massenet, il y a cette volonté finalement de restreindre l'immigration postcoloniale, et la question de la naturalisation a été posée. Et c'est là qu'apparaissent les premiers cas de refus de naturalisation liés au voile islamique, liés à la polygamie, sur lesquels je reviendrai plus tard, et à des individus qui font partie des mouvements dits islamistes. Je reviendrai là-dessus. Mais j'aimerais là revenir rapidement sur l'ethnographie, donc, pour voir en gros comment ça se passe. J'essaie de montrer, de voir comment est-ce que concrètement l'agent mesure l'assimilation des candidats. Et à l'époque où j'ai fait mon enquête de terrain, donc c'était entre 2006 et 2007, la procédure se faisait dans un bureau. Donc c'était un agent face à un candidat individuellement, il n'y avait pas de couple, même s'il y avait un couple qui demandait la nationalité en même temps. Et l'agent avait une grille d'évaluation qui allait de la communication possible à communication impossible. Et il était chargé de mesurer le niveau linguistique. Et ces agents étaient essentiellement des femmes. Une bonne partie d'entre elles étaient antillaises, une autre partie était naturalisée d'origine maghrébine. Et paradoxalement, par rapport à tout le discours public sur l'importance de la naturalisation, etc., le bureau des naturalisations est plutôt un bureau, on va dire, à l'écart, un bureau qui n'est pas très valorisé du point de vue du travail administratif. C'est plus valorisé de travailler au BAS, donc au bureau des admissions et du séjour, que de travailler au bureau des naturalisations. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, c'était considéré comme assez routinier. Il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre pour traiter. C'est pas très. Il n'y a pas de. Donc le travail est considéré comme moins intéressant. Et quand on fait la sociologie du travail administratif, donc un des concepts intéressants, c'est le concept de pouvoir discrétionnaire. Il y a la loi, il y a les circulaires d'application de la loi, les décrets, mais il y a ce que font de ces documents les agents eux-mêmes. Or, ces agents ont une marge de manœuvre.
importante qui est liée à la nature même des textes juridiques, et des catégories juridiques. Et c'est bien sûr le cas du terme assimilation. Et donc je me suis posé la question de alors, comment est-ce qu'on mesure le niveau linguistique? Et là j'ai mobilisé le concept de minimum vital linguistique qui a été développé par Pierre Bourdieu dans son livre sur le pouvoir symbolique, avec cette idée que pour avoir accès à la communauté nationale, il fallait avoir ce minimum vital linguistique, et les agents sont censés mesurer ce minimum vital. Et la question qui se pose, c'est quel est l'étalon de mesure? Est-ce que c'est le français soutenu? Est-ce que c'est le français de tous les jours? Est-ce que c'est le français populaire, etc. Et là, j'ai pu faire une distinction entre différents agents. Des agents qui sont plus ou moins sévères, plus ou moins libéraux. Et le degré de sévérité est visible lorsqu'on s'entretient avec la chef du bureau de naturalisation. Donc, elle voit les dossiers, les procès-verbaux d'assimilation, et elle assiste aux cérémonies de remise des décrets de naturalisation. Et des fois, donc pas des fois, systématiquement, elle voit que quand on discute avec les nouveaux naturalisés, certains d'entre eux ne parlent pas vraiment français. Ce qui fait qu'il y a une certaine suspicion des chefs des bureaux de naturalisation vis-à-vis des agents, en leur disant « vous n'êtes pas assez sévère pour définir un vrai niveau de français ». Et donc moi, j'ai assisté dans le bureau à des séances d'évaluation, et en fait, j'ai distingué 3 types de situations. Et qui renvoient finalement à des situations de différentiel en termes de capital symbolique, c'est-à-dire de capital culturel, c'est-à-dire que le fait de demander naturalisation, le fait d'assister à ce genre de séance avec un agent, c'est très solennel. Il y a un enjeu très important. Ce qui fait que ça produit des effets de censure. Or, les personnes qui ont un faible capital linguistique, donc vous prenez par exemple quelqu'un qui vient d'arriver, même si ça fait 5 ans qu'elle est là, mais qui a peu pratiqué, qui ne connaît pas bien le français, lorsqu'elle arrive dans un contexte comme solennel, comme celui-ci, elle va avoir tendance à être moins à l'aise pour pouvoir parler facilement et communiquer avec l'agent. Et donc c'est comme si on mesurait le niveau d'une baignoire tout en étant dans l'eau. Vous voyez? Donc cette idée que l'interaction en elle-même influe sur le niveau linguistique qu'on est censé mesurer. Donc quand il y a des différences fortes entre l'agent et le candidat, où le candidat a un très faible capital culturel, les effets de censure sont très forts. Et c'est là où on a des communications impossibles, communications très difficiles, et il y a des refus pour défaut d'assimilation. Quand il y a un niveau équivalent en termes de capital culturel, donc c'est pour les candidats qui sont des classes moyennes, qui ont un bac+2, qui sont diplômés du supérieur, qui parlent très bien, sans aucun problème, le français. Là, il n'y a pas véritablement de souci pour la mesure du niveau linguistique. Et c'est également le cas lorsque les candidats ont un capital scolaire et culturel vraiment supérieur à celui des agents. Donc, le troisième type de situation. Donc là, c'est des gens qui ont des grands diplômes, qui ont des doctorats, etc. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a même si les personnes ne sont pas défaillantes du point de vue du niveau linguistique, on peut leur reprocher de ne pas être suffisamment humble. Donc cette idée d'humilité. Il faut faire preuve d'humilité quand on demande la nationalité française et ne pas montrer trop d'arrogance, trop d'assurance. J'ai observé plusieurs cas comme ça de personnes, notamment un étranger qui est ukrainien, qui maîtrise complètement, il avait un doctorat complètement français, mais qui avait des intérêts encore en Ukraine. Il avait une entreprise en Ukraine, et il avait une partie de sa famille qui était là-bas, etc. Et donc on ne lui a pas refusé la nationalité française pour le défaut d'assimilation, mais parce qu'il avait encore ses intérêts, la majorité des intérêts dans son pays d'origine. Mais du point de vue des agents, c'était perçu comme quelque chose qui relevait également l'assimilation, même si ce n'était pas ça le critère juridique, mais il n'est pas suffisamment chez nous, il est encore chez lui.
Et donc il y avait une sorte de petite revanche, entre guillemets, de l'agent qui avait mal perçu son arrogance pendant le procès verbal d'assimilation, en disant que voilà, finalement il ne va pas l'avoir, quoi, malgré le fait qu'il bombe le torse, sans l'expression qu'elle avait utilisée. Donc voilà un peu le cas du niveau linguistique, sachant que ça a changé à partir de 2010. Donc à partir de 2010, il y a la procédure qui s'est bouleversée, dans la mesure où, à partir de là, les agents ne mesurent plus le niveau linguistique. Ils vont surtout mesurer l'assimilation culturelle, donc avec des questions sur l'histoire de France, sur les valeurs françaises, etc., etc. Notamment sur les questions de laïcité. Voilà. Pourquoi ? Parce que à partir de cette date-là, pour obtenir une carte de résident, il faut passer le contrat d'accueil et d'intégration qui comprend le DILF, donc le diplôme initial de langue française. Et dès lors qu'on obtient ce DILF, donc qui est le niveau B1 au niveau européen, on est considéré comme assimilé du point de vue linguistique. Voilà. Donc du coup, ce critère-là n'est plus évalué par les agents. Et donc les agents, par contre, évaluent l'autre dimension de l'assimilation, qui est l'assimilation culturelle. Et c'est par rapport à cette assimilation culturelle que l'on peut traiter de la troisième question, qui est celle des cas de défaut d'assimilation. Donc la plupart des cas récents concernent des personnes musulmanes, ce qui n'était pas systématiquement le cas. Vous prenez le cas de la fin des années 40, début des années 50, ça concernait des communistes. Pourquoi ? Parce que dans la définition de l'assimilation de la circulaire de 1952, il y avait la notion de loyauté. Et donc avoir un défaut de loyauté parce que communiste, parce que remettant en cause les intérêts de l'État français, du point de vue bien sûr des agents, c'était aussi une manière de ne pas être vraiment français. Mais mis à part cette période-là particulière, donc après bien sûr 1947, le début de la guerre froide, la démission des ministres communistes du gouvernement, etc., donc la politique anticommuniste qui a été menée. Mais globalement, à partir des années 80, on a eu d'abord des cas de personnes, de femmes qui portaient le hijab, donc le voile, le foulard islamique. Je n'ai pas le temps de revenir là-dessus, mais on pourrait éventuellement y revenir dans la discussion. Un autre cas, c'est les cas de militants qui sont associés à des mouvements islamistes, qui peuvent soit se revendiquer islamistes, ou soit qui sont affublés du terme islamiste, notamment de militants de l'Union des organisations islamiques de France, donc l'UOIF. Et donc là aussi, je n'ai pas le temps de revenir là-dessus, mais on pourra en discuter, où il y a eu un changement en fait, de position. Au départ, on leur donnait pas la nationalité française en raison de leur engagement politique. Et puis à partir de 2003, dans la mesure où ils sont rentrés au CFCM, donc le Conseil français du culte musulman, à l'inverse, dans la mesure où ils ont fait preuve de loyauté, on leur a donné plus facilement la nationalité. Donc c'est pour ça qu'il y a cette distinction entre bons et mauvais musulmans. Mais je voulais revenir plus précisément sur un cas, le cas de la polygamie. Donc là, c'est à partir des années 80 que l'administration voit arriver des dossiers. Et dans ces dossiers, vous avez une grande quantité de documents administratifs. Je pense que c'est une des procédures administratives qui contient le plus de documents, parmi lesquels on a bien sûr l'acte de mariage. Et dans certains actes de mariage, donc là, je ne sais pas si vous voyez quelque chose, donc là c'est l'acte de mariage d'un couple malien, donc avec la partie qui est un peu... est-ce que ça marche ? Ouais, qui est ici. Donc c'est marqué les conjoints optent pour la polygamie. Donc c'est-à-dire qu'au moment où ils se marient, dans ce document, il y a la mention de l'option polygamique. Et donc face à ça, l'administration chargée de naturalisation s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on leur donne la nationalité Et ils ont demandé à un juriste de faire une évaluation de la situation. Et il en a conclu qu'il fallait le refuser. Pourquoi ? Parce que une des dimensions centrales de la civilité française, c'est le refus de la polygamie. La polygamie juridique, bien sûr. Parce que la polygamie de fait, c'est peut-être autre chose. On ne citera pas de nom. Et dans la mesure où ces couples
qui, lorsqu'ils deviennent français, pourraient finalement devenir polygames, il faut leur refuser la nationalité française. Et donc ça, c'est la pratique qui a été justifiée par la sous-direction des naturalisations pendant plusieurs années, jusqu'à un arrêt, l'arrêt Canouté, de 1994, qui renverse complètement les pratiques de la sous-direction des naturalisations. Et l'arrêt Canouté est intéressant parce qu'il fait la distinction entre la polygamie de droit et la polygamie de fait. Donc le Conseil d'État dit ce qui compte, ce n'est pas ce document, cette option qui apparaît sur l'acte de mariage. Ce qui compte, c'est est-ce que le couple est effectivement dans une situation polygamique, peu importe ce qui est écrit sur ce document. Et c'est là qu'on voit que le raisonnement qu'a utilisé le juriste consulté par la sous-direction des naturalisations est très proche de la logique juridique coloniale, dans la mesure où, dès lors qu'il y a cette mention qui apparaît sur le document, la polygamie serait quelque chose qui relèverait de la nature du couple, et pas de ce qu'il fait effectivement. Et, comme je vous l'ai dit, dans la période coloniale, la dimension de civilité, elle était centrale pour pouvoir obtenir la citoyenneté française. Il fallait renoncer à son statut personnel musulman pour pouvoir être un citoyen français, de manière générale, même s'il y a des cas particuliers. Peut-être vous avez déjà entendu parler des 4 communes du Sénégal, non où, en fait, il y a les originaires, donc c'est surtout des élites, certainement des élites des 4 communes du Sénégal qui ont été, au départ, des colonies de comptoir, avant que ça devienne l'AEF. Donc c'est Dakar, Gorée, Rufisque et Saint-Louis. Donc les hommes, bien sûr, parce qu'on était dans les années 1830, donc les femmes n'avaient pas la citoyenneté, même si elles étaient nationales, avaient le droit de vote. Donc vous aviez à l'époque des musulmans, pour certains d'entre eux qui étaient polygames, et qui étaient des citoyens français, avec la possibilité de voter pour leur représentant à l'Assemblée nationale, qui était diagne, si mes souvenirs sont bons, etc., etc. Donc, pour vous dire que ce que je viens de vous dire là sur le lien entre civilité et citoyenneté, ça change en fonction des configurations politiques. Donc là, c'était possible parce que c'était le début de la colonisation, il y avait une volonté de coopter les élites, et ce qui a été fait à ce moment-là a été il y a une volonté de remettre en cause cette particularité sénégalaise dans les années 1880-90, même s'ils n'ont pas réussi complètement. Bref, mais globalement, c'est ça le principe général. Et là, avec cette histoire de polygamie jusque dans les années 1994, on a une reproduction finalement de cette logique-là, ouais, jusqu'à une période très récente. Et je conclus. Donc, dans le livre, j'ai une forme de... j'ai essayé de montrer également qu'il y a une extension de la condition d'assimilation vers le droit des étrangers. Alors, pour obtenir la carte de résident, il y a l'invention de la condition d'intégration républicaine. Donc, c'est à partir de 2003. Et donc là, on voit que le droit de la nationalité est un laboratoire pour d'autres types de droits. Il y a un durcissement qui s'est mis en place à partir de 2010 que j'ai évoqué. Et puis, il y a un phénomène d'européanisation des critères d'assimilation, puisque donc les critères dont j'ai parlé, et qui a été, donc la France a été pionnière par rapport à ça, on a observé, notamment à partir du début des années 2000, l'utilisation de ce type de critères dans d'autres pays européens. Voilà, je vous remercie.